journalistes tentent en fait à peu se servir des sciences sociales dans leur pratique quotidienne. Ça s'explique de plusieurs façons. D'abord, je pense qu'il est important de remarquer que la formation des journalistes aujourd'hui n'encourage pas la manière qu'on pourrait imaginer intelligente de faire, à savoir de puiser dans une formation initiale, parce que souvent, les journalistes, avant de se diriger vers la formation journalistique, ont une formation initiale, universitaire, dans différentes sciences sociales. Ils peuvent avoir fait de l'histoire, du droit, des sciences politiques, de la philosophie, souvent, de l'économie, et puis choisissent ensuite de s'orienter vers la profession journalistique. Et ce qu'on remarque, c'est que cette formation professionnelle, si elle ne le fait pas expressément, ça revient à peu près au même, leur demande de tout oublier, ce qu'ils ont appris dans leur premier cycle universitaire, voire dans leur master, pour apprendre à mettre en œuvre des procédures de saisie du réel, on va dire, procédures journalistiques, qui sont sensiblement différentes de celles que mettent en œuvre les sciences sociales. Et ce qu'on leur apprend au fond dans leur formation journalistique, c'est à ne pas s'embarrasser des doutes, de la posture critique, qui est peut-être ce qu'on peut hériter de mieux d'une formation en sciences sociales. Et donc ça pose un problème, parce qu'on pourrait imaginer un journalisme différent, on pourrait imaginer un journalisme qui soit enrichi en quelque sorte, non seulement des productions des sciences sociales, non seulement des résultats des sciences sociales, mais qui soit enrichi surtout, je dirais, des réflexes méthodologiques, des modes de connaissance des sciences sociales. Il va de soi qu'on ne va pas demander à un journaliste de mettre en œuvre des procédures d'enquête qui ressemblent à celles du sociologue. N'empêche, un bon journaliste devrait pouvoir retenir un certain nombre des écueils que la méthodologie en sciences sociales enseigne à ses étudiants depuis fort longtemps, depuis les débuts même, d'une certaine façon, de la sociologie. Mais au fond, tout ça est balayé parce que tout ça, c'est vrai, très encombrant quand on fait du journalisme et qu'on doit aller assez vite. Et puis, il y a aussi des choses qui, à mon sens, ont trait à une contradiction dans ce qu'on pourrait appeler les épistémologies concurrentes du journalisme et des sciences sociales. Même si c'est sans doute allé un peu vite en besogne, dans la mesure où le journalisme est sans doute l'une des professions les moins réflexives qui soit, c'est-à-dire que épistémologie et journalisme, c'est pratiquement un oxymore, sont deux mots qui ne vont pas ensemble, alors qu'en fait, il existe une épistémologie journalistique, simplement elle est tellement rentrée dans la pratique, les journalistes se posent tellement peu souvent des questions sur leur mode de connaissance. Alors peut-être que les sociologues font l'inverse, peut-être qu'il y a beaucoup de sociologues qui, eux, passent leur temps à se poser des questions de méthode au lieu de mener des enquêtes. Mais je dirais qu'on est dans les deux extrêmes parfois. Et ce que je trouve frappant quand on regarde la façon dont se met en branle une rédaction par rapport à l'actualité en règle générale, c'est cette espèce d'empirisme naïf qui tient lieu d'épistémologie rentrée. C'est-à-dire il se passe quelque chose et tout le monde fait comme si, au fond, c'était la première fois qu'il se passait quelque chose. Et donc, il s'agit d'abord d'aller sur le terrain et puis on se posera des questions ensuite. C'est-à-dire que la notion même d'hypothèse, par exemple, si centrale dans la méthode des sciences sociales, est quasi inexistante en journalisme. Parce que dès lors que vous commencez à avoir des hypothèses avant d'aller sur le terrain faire un reportage, vous laisseriez entendre que vous avez déjà biaisé en quelque sorte votre reportage. Mais évidemment qu'il est biaisé, évidemment que de toute façon, même si on ne se pose pas de questions explicitement, ces questions, elles sont ancrées en vous intérieurement. Et voilà, simplement, je pense que les journalistes n'aiment pas s'encombrer de ce bagage un peu lourd quand on va sur le terrain. Et donc, voilà, en gros, ce qui, à mon avis, diffère considérablement dans le journalisme et les sciences sociales. Pour prendre un exemple très simple, je me suis retrouvé très très fréquemment dans des situations d'incompréhension par rapport à d'autres journalistes, s'agissant d'organiser le travail à l'égard de l'actualité.
mon réflexe numéro un était plutôt de me dire, mais au fond, qu'est-ce qu'on sait déjà? Sur quel acquis de connaissances peut-on s'appuyer pour formuler des hypothèses qui seraient plus pertinentes pour saisir quelque chose qui est par définition neuf, puisqu'il s'agit de l'actualité, mais pas radicalement neuf non plus, puisqu'il s'agit de nouvelles occurrences de phénomènes qu'on a déjà pu observer. Et donc, ça, c'est, me semble-t-il, une manière de tenter de faire du journalisme avec des réflexes de sciences sociales. Là où des journalistes strictement journalistiques, en quelque sorte, ne passeront pas par cette étape des hypothèses et préféreront envoyer directement sur le terrain des gens pour voir ce qui se passe, avec tous les prénotions, tout ce que Bachelard déjà, ce contre quoi Bachelard déjà mettait en garde, repris évidemment par le manuel classique de Bourdieu, Passeron et Chambordon, le métier de sociologue. Donc il y a là, à mon sens, une difficulté de méthode. Et donc, ça explique pourquoi, je pense, le journalisme n'aime pas trop que les sciences sociales se rappellent à son bon souvenir, s'agissant des méthodes d'enquête. C'est dommage, parce que je pense que le journalisme aurait beaucoup à gagner en acceptant cela. Alors, la bonne nouvelle, c'est que de nouvelles formes de journalisme surgissent, et je pense en particulier à ce qui se passe du côté du data-journalisme, où là, on voit travailler ensemble parfois des journalistes et des chercheurs en sciences sociales dans des modes d'enquête qui ressemblent davantage à un mix, au fond, entre le journalisme et les sciences sociales. Et je trouve ça encourageant. Ce sont des expériences encore trop rares en France notamment, mais peut-être qu'il y a là une forme d'expérience qui pourrait profiter plus largement à la profession journalistique. L'évolution récente du journalisme, liée notamment à la mutation en cours qui est liée évidemment à ce qu'on appelle la révolution numérique, n'arrange pas les choses dans les relations entre journalisme et sciences sociales, parce qu'elle a tendance à formater encore davantage les pratiques journalistiques. Elle a tendance aussi à générer des statuts de plus en plus précaires pour les journalistes, des conditions de travail qui sont loin d'être optimales s'agissant d'un approfondissement des pratiques, de moments de retour sur les pratiques, de réflexivité en particulier. Tout ça se trouve, le peu qu'il y avait de tout ça, se trouve balayé par cette révolution numérique, ou plutôt ses effets dans le monde du journalisme. Les formats ont tendance à se standardiser, à se ressembler, quels que soient les supports, que ce soit la presse écrite, la télévision. Et l'on voit en particulier des formats caricaturaux aujourd'hui triompher. J'en veux pour preuve un format que les journalistes de télévision, notamment des chaînes d'information continue, connaissent bien, et qui s'appelle le pif-paf. Le pif-paf, c'est tout simplement un dispositif qui vise à produire de l'objectivité, rien moins, mais d'une forme, d'une naïveté assez incroyable. Il s'agit donc de donner X secondes pour les Juifs et X secondes pour Hitler, aurait dit Jean-Luc Godard. Le pif-paf, c'est une manière de juxtaposer deux points de vue antagonistes sur l'information et de faire le pari que de cette juxtaposition, de cet antagonisme, naîtra la vérité. Et ça, voilà une pratique qui triomphe sur les chaînes d'information, au point qu'une chaîne d'information en particulier, I24, qui est une chaîne récente qui appartient à M. Drahi, a pu faire une campagne de publicité sur cette logique, en proposant deux moitiés de visage juxtaposées, en nous expliquant que l'information, c'était l'union des points de vue. Voilà, je prends un exemple caricatural. Le journalisme, fort heureusement, ne se résume pas à ça, mais je dirais que, hélas, c'est vers ce type de pratique qu'on se dirige de plus en plus souvent. Les chercheurs doivent redoubler d'efforts pour tenter de faire en sorte qu'une petite partie des journalistes ait accès à leurs travaux. Faire des efforts, ça veut dire essayer d'apprendre à écrire plus lisiblement, plus clairement,
en se débarrassant d'un jargon lorsqu'il est inutile. Parfois, il faut défendre le jargon. Parfois, ce qu'on appelle jargon, c'est tout simplement des concepts. Et les concepts, on ne doit pas les jeter avec l'eau du bain quand on fait de la vulgarisation scientifique. On doit plutôt s'efforcer de les expliciter, de les partager avec un nombre plus grand de récepteurs, de lecteurs que simplement ses pairs dans le monde académique. Donc c'est évident que les chercheurs doivent faire des efforts. Mais c'est très difficile d'organiser la réception des travaux de chercheurs par l'univers journalistique, dans la mesure où mon expérience m'a montré que l'une des choses les plus difficiles à faire dans une rédaction, c'est d'obtenir que des journalistes consacrent du temps à la lecture des livres. Je ne parle pas des critiques littéraires qui font correctement leur travail et qui lisent les livres avec l'effort et le temps nécessaires, mais je parle des journalistes en général. Lire un livre, ça devient quelque chose dans un emploi du temps de journaliste, notamment dans les rédactions des quotidiens, un effort insurmontable. C'est frappant d'ailleurs d'observer qu'il n'en va pas de même dans tous les médias. Il suffit de passer 2 jours dans les couloirs de France Culture pour s'apercevoir que la plupart des gens qui y habitent, les producteurs, les journalistes, mais aussi les assistants qui travaillent sur les émissions, eux, ce sont plutôt des gens qui marchent à 2 ou 3 ou 4 livres par semaine. Donc ça existe. Donc ça a bien à voir aussi avec les formats. Mais obtenir ça dans une rédaction de quotidien, c'est souvent difficile. Souvent même très difficile. Et je pense qu'au-delà de la profession journalistique, ça s'explique aussi par un rapport distendu au livre dans la société française. Donc, raison de plus pour soigner ses propos quand on est chercheur. Peut-être qu'au fond, les articles ou des médias intermédiaires entre les médias grand public et les médias très professionnels peuvent là jouer un rôle important. Toutes les initiatives qui vont dans ce sens, que ce soit par exemple le site La Vie des idées ou bien au plan éditorial papier, la collection jumelle en quelque sorte, La République des idées, montrent que à condition de prendre en compte ces contraintes de temps, en particulier qu'ont les journalistes, on peut arriver à en toucher quelques-uns d'entre eux. Certainement pas la grande majorité des journalistes, mais disons quelques personnes. Ce qui pose un problème plus important, me semble-t-il, c'est le fait que dans les rédactions des journaux nationaux, y compris des plus grands journaux nationaux français, on ne trouve pas de journalistes spécialistes de sciences sociales. Ça paraîtrait impossible d'imaginer que dans la rédaction du Monde, il n'y ait pas des journalistes scientifiques qui sont là pour suivre l'actualité des sciences dures, des découvertes importantes en matière de physique, d'astrophysique, de mathématiques, de chimie, de géologie, etc. Eh bien, on n'a pas l'équivalent pour les sciences sociales. Parce qu'au fond, il y a cette croyance que s'agissant des sciences sociales, on s'y connaît tous, au fond. C'est comme ce que disait Bourdieu à propos de l'école. L'école, tout le monde connaît, tout le monde y est allé. C'est pareil pour les sciences sociales, tout le monde en a fait un peu, alors que de l'astrophysique, on en a moins fait. Donc, au fond, le fait qu'il n'y ait pas dans les rédactions quelqu'un dont le métier est d'être un rubricard spécialisé dans les sciences humaines et sociales, et donc dont le métier consiste à faire un travail de veille s'agissant des publications importantes dans toutes les sciences sociales, et qui serait du même coup à même d'alerter ses collègues en fonction de leur spécialité, ça me semble très dommageable. Donc je plaide pour la création de ce type de poste dans les rédactions, ce qui ne voudrait pas dire pour autant, parce que ça ce serait l'aspect dangereux de la chose, si on crée tel poste, que les journalistes spécialisés sur l'immigration, le logement, l'école, les transports, que sais-je, les finances par exemple, soient désormais dispensés de faire ce travail minimal de veille. Je pense que le travail de veille sectoriel doit continuer d'être mené par les journalistes qui travaillent sur différents domaines, mais que cela n'empêche pas qu'il existe dans les rédactions une personne référente au fond, qui soit capable d'estimer la valeur d'un travail de recherche, la crédibilité dans le monde universitaire de telle ou telle équipe, de tel ou tel laboratoire. Parce que ce qui est frappant, c'est l'inertie qu'il y a entre
la réalité de la recherche à un moment donné et sa perception par l'univers médiatique au même moment. On s'aperçoit parfois que des laboratoires qui sont, comment dire, assez discrédités dans leur discipline continuent de jouir de faveurs médiatiques incompréhensibles vues du monde académique. Tout simplement parce que les journalistes ne sont pas au courant. Ne sont pas au courant des modes d'évaluation de la recherche, ne sont pas au courant des réputations, des légitimités scientifiques. Et je ne vois pas très bien comment ça pourrait ne pas passer par, exactement comme pour les sciences dures, par des journalistes un peu spécialisés dans le domaine, qui sont là pour nous expliquer, comme ils l'ont fait à propos de M. Allègre, qui disait n'importe quoi sur le climat, que sa parole n'était pas recevable. Heureusement qu'il s'est trouvé des journalistes scientifiques dans les rédactions pour limiter un petit peu cette façon de penser le réchauffement climatique. Ben, il en va de même pour des questions qui ne touchent pas la géophysique ou le climat, mais les mouvements sociaux ou le comportement électoral, par exemple. J'essaye actuellement de mettre en évidence ce qu'on peut appeler l'épistémologie journalistique, qui est une chose que les journalistes n'ont pas conscience finalement d'avoir, mais qui existe bel et bien. Et pour faire apparaître en creux, en quelque sorte, cette épistémologie journalistique, je compare la méthode de connaissance des journalistes avec d'autres modes de connaissance globaux des sociétés dans lesquelles on vit. En quoi la méthode journalistique de connaissance est différente de la méthode des sociologues ou plus généralement des sciences sociales? En quoi est-elle différente de la méthode des romanciers ou des écrivains qui écrivent sur la société dans laquelle nous vivons? En quoi est-elle différente de la logique des juristes, des enquêteurs qui cherchent à élucider tel ou tel mystère au plan du droit? Donc c'est en comparant ces différentes techniques finalement de connaissances, ces différentes méthodes, que j'espère, que je fais le pari de pouvoir souligner au fond ce qu'il y a de spécifique dans la méthode journalistique. Et l'une des choses qui me semble spécifique, c'est qu'il y a un biais qui est inhérent à la connaissance journalistique et qui tient au fait que les journalistes ont le regard en permanence focalisé sur le franchissement des lignes jaunes. Les journalistes s'intéressent à ce qui est déviant. Un sociologue, s'il travaille sur la SNCF, il n'aura pas de raison particulière de s'intéresser davantage à un train qui arrive en retard qu'à un train qui arrive à l'heure. Eh bien, un journaliste va ne s'intéresser qu'au train qui arrive à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une société qui repose sur une représentation d'elle-même par nature biaisée dès le départ, c'est-à-dire une représentation d'elle-même qui insiste en permanence sur ce qui est déviant et pas sur la photographie totale, au fond, d'une réalité sociale.